Bienvenue dans l'Instant Recherche. Je suis Solène Azoir et tous les mois, je m'entretiens avec des chercheurs en sciences humaines et sociales de CY-Cergy Paris Université qui partagent leur savoir avec enthousiasme et simplicité. Aucun discours de haine n'entre dans le cadre de la liberté d'expression. On ne peut pas parler de liberté d'expression si on revendique la liberté d'exprimer une discrimination. La veille de la mobilisation du 18 septembre 2025 contre les mesures budgétaires annoncées par le gouvernement, de nombreux journaux, chaînes de télévision et de radio attiraient l'attention du public sur la présence attendue de casseurs. Nous allons aujourd'hui nous questionner sur la manière dont la violence contestataire est abordée dans le discours médiatique. Dans ce contexte, comment les internautes s'emparent-ils du sujet dans leurs commentaires en ligne ? Pour nous éclairer sur ces questions, nous avons le plaisir de recevoir Pierre Chartier, docteur en linguistique et didactique des langues et chercheur post-doctoral au laboratoire LT2D, lexique, texte, discours, dictionnaire de CY-Cergy Paris Université. Il a soutenu en décembre 2024 une thèse intitulée « La violence politique dans les discours médiés par Internet, étude des commentaires YouTube sur la loi travail en 2016 ». Merci à toi Pierre d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi de m'inviter. Alors tout d'abord, comment pourrais-tu résumer en quelques mots tes recherches sur ce sujet ? Je suis en analyse du discours. J'étudie les discours qui portent sur les violences politiques dans les manifestations de rue. Et donc j'étudie comment on parle de ces violences, comment on les nomme, mais aussi comment on parle des acteurs, comment on les désigne. Et comment en es-tu arrivé à t'intéresser au discours autour de la violence politique ? J'imagine qu'il y a plein de raisons. La première, c'est que je pense déjà j'ai toujours eu un intérêt pour les discours politiques, voilà, une sorte d'intérêt, d'appétence. Ensuite, on va dire la première raison, en tout cas, ou la plus flagrante, c'est en 2016, quand il y a eu la loi travail, j'étais étudiant et j'ai milité contre la loi travail. Et à cette occasion, j'ai observé le fossé, l'écart qu'il y avait entre le discours médiatique et ce que moi je vivais en manifestation ou ce que je pouvais voir ailleurs, que ce soit dans les témoignages, dans d'autres villes, quoi. Et du coup, je me suis vraiment interrogé sur cet écart que je comprenais pas. Je me disais, mais on ne vit pas les mêmes manifestations. Donc ça a commencé là, vraiment. Je me dis, bah tiens, comment ça se fait ? Et donc j'ai commencé à m'intéresser au discours médiatique, au discours journalistique, au discours politique, et puis bah à la dénomination, parce que vraiment cette image, notamment du casseur, qui était très prégnante en 2016. Enfin moi les casseurs je les voyais pas dans les manifs et pourtant à entendre les discours médiatiques ils étaient partout. Oui. Donc il y avait vraiment cet écart là qui m'a interrogé. Et donc comment la violence contestataire est abordée dans le discours médiatique, donc ce décalage dont tu parlais, et avec quelles conséquences selon toi ? Il y a vraiment une focalisation qui est faite sur la violence lors des manifestations. Bah, ça a été pas mal déjà étudié il y a de nombreuses années, parce que c'était Yves Michaud notamment qui en a beaucoup parlé, sur comment la focale était donnée lors des événements politiques dans la rue à la violence. Comment on avait tendance aussi culturellement à se focaliser sur la violence. Il y a le fameux exemple où il y a un accident sur la route et on est obligé de ralentir, on se sent, on est attiré à l'idée de voir ce qui s'est passé. Plus dans tout l'aspect culturel, que ce soit les films, dans la musique, dans les jeux vidéo. Il y a une certaine attirance, appétence pour les scènes de violence. Donc on peut voir qu'il y a, en tout cas culturellement, un rapport à la violence qui est assez étonnant. Parce que on est attiré par cette violence et pourtant on y vient de plus en plus sensible, on en a peur et on la décrédibilise, on la dénonce partout où elle intervient. Et donc dans le discours médiatique, on retrouve aussi cette focalisation. Là où elle est problématique, je trouve, dans ce que j'ai observé, dans ce que j'ai étudié en tout cas, c'est qu'elle a tendance à être surreprésentée par rapport à la place qu'elle prend effectivement dans les manifestations. Dans mon mémoire de M2, j'ai fait une comparaison entre un même événement dans plusieurs médias et une espèce de compte-rendu qui avait été fait. Donc c'est sur un site d'info militant qui s'appelle Paris Lutte, où c'était vraiment telle heure, le cortège se rassemble. Une espèce de description très factuelle, détaillée sur le mode du compte-rendu. Et en fait, on voyait que les violences concernaient peut-être 10%, c'est une estimation, mais voilà, c'était 10% de toute la journée de mobilisation. Et dans les médias, on aurait l'impression qu'il ne s'était passé que ça.
Donc ça produit une dynamique de délégitimation. Parce que par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure sur notre rapport à la violence, qu'elle nous fascine mais en même temps elle nous répulse, si on réduit les manifestations à ces violences, forcément on délégitime les manifestations. Et d'ailleurs, c'est peut-être cet écart-là que moi j'ai vécu en étant dans les manifestations et de me rendre compte de cet écart que j'arrivais pas à expliquer alors. Donc je pense que c'est vraiment un des effets les plus pervers parce que quand on se focalise sur les violences, qu'elles aient eu lieu ou pas, c'est pas vraiment le sujet là. Le fait de se focaliser, ça fait qu'on a moins de temps pour les revendications. Donc on a l'impression que les gens manifestent, ils savent même plus pourquoi ils manifestent, et c'est des choses qu'on peut entendre autour de nous, genre la plupart ils savent même pas pourquoi ils sont là. Moi c'est ce que j'ai lu dans mon corpus, ils sont là c'est juste pour louper l'école, ils sont là c'est juste pour pas aller au travail. Et donc en fait on décrédibilise complètement l'acte politique de manifester, alors qu'il me semble que c'est quand même un droit fondamental et qui est important dans une démocratie qui vit. Alors en effet, dans ce focus sur la violence, dans ton mémoire de Master 1 et dans ta thèse, tu reviens plus particulièrement sur la signification du terme de casseur. Peux-tu nous en dire plus sur l'évolution de ce terme et sur son utilisation ? Justement, le terme casseur, pour moi, il est vraiment très important pour comprendre cette dynamique de notre rapport à la violence et de l'usage ensuite qu'on peut en faire pour disqualifier les mouvements sociaux. Parce qu'en gros, avant 1970, la loi Chaban-Delmas, dite loi anti-casseur, le terme casseur n'était quasiment pas utilisé pour désigner des manifestants. On avait des expressions idiomatiques, casseur d'assiette pour désigner quelqu'un qui faisait beaucoup de bruit, quelqu'un de très bruyant et très fantasque. On avait bien sûr le gérant d'une casse, une casse automobile, c'était un casseur. On avait les cambrioleurs qui faisaient un casse, c'était des casseurs. En tout cas, moi j'ai étudié le journal Le Monde, donc j'ai regardé toutes les occurrences du terme casseur, plus j'ai fait une étude des dictionnaires. Donc je regardais le sens dans les dictionnaires du terme casseur. Et en effet, même là, cette dénotation du manifestant violent, elle apparaît qu'après la loi de 70. Donc, on voit que déjà le terme casseur en lui-même est à réfléchir parce qu'il vient du politique. Il vient ni du corps social, ni du groupe, qu'on pourrait dire les manifestants violents, les casseurs. Ils se sont eux-mêmes nommés casseurs. Eh ben non, là, c'est le politique dans une loi pour réprimer le mouvement social. Donc déjà, le fait de l'utiliser, c'est pas anodin. Donc voilà, ça m'a permis de mettre à jour ça. Et là où c'est problématique, c'est que donc dans cette étude, je regarde en même temps les autres dénominations qu'on utilise. Donc j'en ai sélectionné celles où il y avait le plus d'occurrences. Donc il y avait gauchiste, anarchiste, émeutier. Et en fait, on voit très bien que casseur a tendance, et c'est une forte tendance, à remplacer toutes les autres dénominations. En soi, ça pourrait ne pas être un problème, mais quand on réfléchit au sens que ça a casseur, c'est quoi un casseur ? C'est quelqu'un qui casse. Donc on essentialise la personne par l'acte qu'elle commet. Mais sauf qu'on cache complètement la portée politique de cet acte. Parce que le casseur, il casse quoi ? Bien sûr, on va nous parler du pauvre épicier qui a eu sa vitrine cassée. Ça existe, probablement. Mais dans les faits, c'est plutôt des banques, des assurances. Ça va être des agences immobilières. Donc en fait, derrière, c'est des cibles qui sont visées pour leur portée sociale et politique. Donc ça va être les agences immobilières contre la gentrification, les agences de voyage contre le tourisme et la pollution. À chaque fois, il y a un message politique derrière l'acte de violence. Et pour moi, justement, ce terme casseur a tendance à complètement dépolitiser le geste en ne le ramenant que à l'acte en lui-même de casser des choses. Et du coup, c'est complètement idiot de casser des trucs. Donc pour moi, c'est un peu les deux pans intéressants et qui devraient un peu nous interpeller quand on entend parler de casseurs. Donc déjà, le fait que ça vienne donc du monde politique et ensuite le fait que ça dépolitise complètement l'acte, quoi. Tu as aussi étudié comment les gens réagissent au discours des médias sur Internet, menant ainsi une réflexion sur notre propre rapport à la violence. Qu'en as-tu appris ? Donc sur les discours sur Internet. Comment les gens réagissent. Oui. J'ai appris que déjà les gens sont très perméables au discours. Nous sommes, tous et toutes, très perméables au discours médiatique. C'est l'interdiscours, ce qu'on appelle l'interdiscours. Donc c'est vraiment la circulation des discours entre nous, entre les sphères sociales, entre les personnes.
Et en fait, ce discours, il circule beaucoup, encore plus aujourd'hui avec Internet, parce que on se partage un article d'une plateforme à une autre, on se partage une vidéo. On voit que le discours circule beaucoup. Et donc, le discours médiatique est normatif. On sait qu'il pose un cadre, il pose un narratif qu'aurait tendance à devenir hégémonique parce que justement, il est de plus en plus partagé, donc de plus en plus acquis comme vrai, en tout cas. Et donc, je vois que les gens ont tendance quand même à reprendre, notamment les lexèmes, donc les appellations, les mots qu'utilisent. Généralement, c'est le monde politique qui est ensuite repris par les journalistes et ensuite c'est repris par tout le corps social. Quant au rapport qu'on entretient avec la violence, ce que j'ai observé, c'est que les discours condamnent la violence, mais finalement, la violence n'existe pas. Donc, elle n'existe pas. Je m'explique. Deux groupes de personnes à peu près équivalents vont s'affronter. Il y a quelqu'un dans un groupe qui abat un bâton sur quelqu'un de l'autre, la personne tombe. Selon l'identité des deux personnes, ce ne sera pas de la violence. Si c'est un policier qui fait ça, ce sera du maintien de l'ordre, de la légitime défense. Alors que si on remplace le policier par un hooligan face à un autre hooligan, là ce sera de la violence. Si c'est deux bandes rivales de quartier, là ce sera de la violence. À l'inverse, si c'est un groupe de personnes qui se défendent, on voit vraiment qu'elles se défendent face à une autre personne, là aussi ce sera peut-être pas de la violence, que ce sera de la légitime défense. Donc en fait, on voit que la violence, c'est un concept qui est très mouvant. On ne peut pas définir quelque chose d'intrinsèquement violent. La violence est intimement liée aux cultures, à notre rapport à elle et à l'acte, notre rapport aussi au niveau de violence, c'est-à-dire ce qui est aujourd'hui perçu comme violent ne l'était pas il y a un siècle. Il y a des choses qui étaient intrinsèquement plus violentes à l'époque que nous aujourd'hui ça nous paraît mais impensable, et puis à l'époque c'était un peu c'est comme ça quoi. Il y a besoin, un peu comme aujourd'hui on peut voir avec notamment les questions de maintien de l'ordre comme il y a pu avoir là pour les images à Sainte-Soline. Donc voilà, notre rapport à la violence, il est intrinsèquement lié à notre moralité, à nous, à nos valeurs, à notre système de valeurs, et donc à notre système de légitimation. Et donc c'est ce qui fait que dans ma thèse, donc j'étudie les commentaires YouTube à propos de vidéos qui montrent les manifestations pendant la loi travail. Et en fait, je vois que la violence de la police n'est pas désignée comme étant violente, mais par contre, la violence des manifestations, elle est désignée comme une violence, mais qui serait vraiment inacceptable et tout. C'est bien évidemment ce que Max Weber appelle le monopole de la violence légitime. Et cependant, ce que beaucoup de gens, en tout cas, ont mal compris, notamment beaucoup de nos gouvernants, c'est qu'en disant que la police a le monopole de la violence légitime, ça ne veut pas dire que tous les actes de la police qu'on pourrait désigner comme violents sont légitimes. C'est-à-dire que c'est quand même très cadré, c'est très légiféré. Il y a une législation qui encadre tous ces actes. Et ça, c'est quelque chose que je ne retrouve pas dans les commentaires YouTube de mon corpus. Les gens, à partir du moment où la police fait un acte, cet acte serait intrinsèquement juste. Donc on voit que on a complètement, en effet, laissé à l'État le monopole de la violence légitime, mais en face, il y a des gens justement qui essayent d'expliquer en quoi non, ce n'est pas acceptable de laisser ce monopole, parce qu'en fait, ça a été mis aussi dans un contexte contre-révolutionnaire où justement pour la stabilité du pays, la stabilité de l'État, il fallait surtout pas que les gens, que le peuple puisse utiliser la violence. C'était aussi un moyen de cadrer, de garder l'ordre établi, que les gens ne se fassent pas justice eux-mêmes. Et du coup, maintenant, ça s'est complètement transformé en une sorte de blanc-seing pour les violences d'État. Et donc, certains essayent de critiquer ça. Mais en fait, c'est très compliqué parce que justement, ils n'ont pas la doxa pour eux. Ce qui fait que dans les commentaires YouTube, la grande majorité des commentaires sont en soutien à la police et contre les manifestants. D'accord. Ta thèse a porté sur la plateforme YouTube. Y a-t-il un rôle joué par la plateforme elle-même dans les réactions des internautes ? Il y a toujours un effet de cadrage dans les discours, c'est évident. On peut penser, bien sûr, il y a le tri algorithmique qui fait que certaines réponses vont avoir plus d'écho que d'autres. On peut penser aussi plus à l'agencement. Par exemple, sur YouTube, les réponses à un commentaire vont être nativement cachées. Ça va être le commentaire qui va être vraiment mis en avant et moins les réponses. Si on prend pas la peine de cliquer sur voir les réponses, en fait, on a juste le commentaire et on peut pas avoir ni les contrepoints, ni les contre-arguments. Donc, on voit qu'il y a une certaine mise en avant des commentaires plus que d'autres, en tout cas. Et bien évidemment, plus un commentaire sera polémique, plus il provoquera de réactions
Et donc, ça flattera l'algorithme qui aura tendance à le mettre en plus pertinent. Là où d'autres plateformes, c'est vraiment de l'automodération. Je pense à Reddit, par exemple, où là, ça va être vraiment, les gens vont upvote ou downvote. Et cette moyenne entre les votes positifs et les votes négatifs vont lui donner un score. Et ce score, plus il est haut, plus il sera mis en avant, un score de pertinence. YouTube fonctionne moins comme ça, de ce que j'ai observé, mais c'est encore une fois très compliqué, parce qu'en fait, c'est caché, les fonctionnements des algorithmes. En tout cas, on peut vraiment observer que plus un commentaire sera polémique, plus il aura tendance à entraîner des propos polémiques derrière et avoir une espèce de progression dans la violence verbale. Et donc, ça pose la question de la responsabilité des plateformes, et donc de YouTube ici, puisque les commentaires de ma thèse ont été publiés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2016. La dernière version de mon corpus, elle date de 2021. Et il y avait encore des commentaires qui étaient tout simplement illégaux. Des appels au meurtre, des propos vraiment antisémites, racistes, homophobes, enfin vraiment, juste c'est interdit. Et pourtant ils étaient encore là, on voit que la modération est pas faite. Donc là, il y a forcément une responsabilité de la part de la plateforme de ne pas modérer les contenus qui sont publiés sur sa plateforme. Que répondrais-tu à ceux qui pensent que légiférer viendrait empiéter sur la liberté d'expression ? La réponse, c'est finalement assez simple. Je pense qu'aucun discours de haine n'entre dans le cadre de la liberté d'expression. Pour poser les choses, déjà, il faut définir les termes. Donc, qu'est-ce qu'un discours de haine ? Et moi, j'aime bien la définition donnée par les Nations Unies. C'est, je cite, tout type de communication, orale ou écrite, ou de comportement, constituant une atteinte ou utilisant un langage péjoratif ou discriminatoire à l'égard d'une personne ou d'un groupe en raison de leur identité, en d'autres termes, de l'appartenance religieuse, de l'origine ethnique, de la nationalité, de la race, de la couleur de peau, de l'ascendance, du genre ou d'autres facteurs constitutifs de l'identité. Donc on voit bien qu'avec cette définition, on peut pas parler de liberté d'expression si on revendique la liberté d'exprimer une discrimination liée à une couleur de peau ou à une appartenance politique. D'autant que c'est un faux dilemme pour moi d'opposer les deux. Le discours de haine, en fait, c'est pas qu'une parole ou une pensée énoncée sans conséquence. En fait, tout discours a des effets concrets et factuels sur les gens. Donc, bien évidemment, déjà sur les gens que ça vise. Être une personne racisée et d'entendre des propos racistes, ça ne laisse pas de marbre. Forcément, ça nous affecte sur notre confiance en soi, sur notre propre image de soi. Mais aussi sur les autres, parce que d'entendre des discours de haine, ça peut petit à petit, à force d'en entendre, créer une nouvelle norme, une nouvelle façon de percevoir le monde et de percevoir les autres. En fait, la liberté d'expression, c'est pas un droit individuel, c'est un droit collectif. Elle s'exprime donc en interaction avec les autres membres du corps social. Si les discours de haine étaient autorisés au nom de la liberté d'expression, en fait, on autoriserait de facto les effets de ces discours, c'est-à-dire les discriminations, la violence physique, etc. Et on l'a vu par le passé, mais on continue à le voir aujourd'hui, c'est assez dramatique. Donc, toute chose naît en discours. C'est pourquoi, à mon sens, il ne faudrait pas sous-estimer son importance. Tu nous as dit qu'en 2021, tu étais retourné voir la plateforme YouTube et tu avais vu encore des commentaires de haine. Est-ce que depuis, ces commentaires sont plus encadrés ? Je pense pas qu'ils soient plus encadrés. Alors, ce qu'on observe, c'est que il y a quand même un effet de la modération. Notamment, les gens ont tendance à s'auto-censurer. Il y a plein de cas de ce qu'on appelle le shadow ban. Donc là, c'est le fait qu'on va pas te dire que ta publication n'est pas recommandée aux autres utilisateurs. Donc ça, c'est beaucoup chez les créateurs de contenu. Et du coup, par exemple, quand on va parler de sujets sensibles, donc notamment, je rejoins sur Meta toutes les discussions politiques, on va se censurer, donc avec des bips, par exemple, quand on est créateur de contenu, ou quand on commente avec des étoiles pour remplacer certains caractères, ou utiliser des chiffres à la place des lettres, comme le 0 qui remplace le O, etc. Donc en fait, en discours, on peut voir les effets de cette modération. Il y a aussi, par exemple, de parler d'arbres et de noix à la place d'arabe et de noir. Ah oui. Donc on voit qu'il y a aussi une créativité lexicale pour éviter justement la détection des robots et des modérateurs. Donc ça, c'est relativement récent. Je dis pas que c'est tout nouveau parce qu'en fait, c'est juste les procédés évoluent. Parce que forcément, plus c'est utilisé, plus les robots et les IA qui sont utilisés pour détecter savent reconnaître.
Mais dans les faits, c'est un combat un peu perdu d'avance parce que il y a un tel volume de données qui transitent par les plateformes, qui sont produites sur Internet, que espérer un jour avoir un Internet sans aucun discours de haine. Alors déjà, j'ai envie de dire pourquoi on attendrait ça d'Internet plus que du hors-ligne, puisque le en-ligne, c'est un prolongement de la vie hors-ligne. Donc ça, je vois même pas pourquoi on attendrait ça spécialement d'Internet avant. Et puis, pour le signalement, pour la modération, espérer que tous les discours de haine, tous les propos interdits disparaissent du jour au lendemain, ce serait comme espérer que toutes les infractions du code de la route soient détectées tout le temps, en tout lieu, à tout moment. En fait, c'est impossible. C'est pourquoi je pense que c'est important aussi que les utilisateurs et les utilisatrices se forment, soient attentifs et utilisent des plateformes comme Pharos, utilisent les fonctions de signalement auprès des plateformes, parce que c'est aussi à nous, entre guillemets, de faire un peu le ménage. C'est une responsabilité aussi individuelle qui fait la responsabilité collective. Merci beaucoup Pierre pour ta participation au podcast aujourd'hui. Merci. C'était l'Instant Recherche. Merci de nous avoir écoutés. Si notre podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et à en parler autour de vous. À très bientôt pour un nouvel épisode.